École normale supérieure, savoir en multimédia. On a tout de Hugo, son corps au Panthéon, ses deux maisons, ses meubles, ses dessins, quantité de photos, son habit d'académicien et celui de pair de France, le manteau qu'il portait lors du siège de Paris et sa casquette du départ clandestin en exil. On a tout et il y a veillé, les livres de sa bibliothèque, ses manuscrits, leurs copies, les épreuves pour l'impression, ses albums, ses carnets intimes, le moulage de son visage et celui de sa main, tout sauf l'enregistrement de sa voix. Elle est perdue, comme tous les sons du monde et des hommes jusqu'en 1878, il s'en est fallu peu. Les écrivains laissent diversement regretter ce silence. Musset guère, Chateaubriand davantage, Hugo énormément, dont tout nous dit que c'est peu de lire qu'il aurait fallu l'entendre. Ou plutôt nous le dirait, s'il n'avait fait en sorte qu'à le lire, on l'entende déjà de quelque manière. Hugo est une grande voix. Elle a son écho dans le vers de Virgile qu'il cite chaque fois que l'occasion s'en présente. Admonet et magna testatur voce perumbras. Comme on est ici, je ne vais pas traduire. Que la parole et la voix jouissent chez lui d'un statut hors du commun, d'un privilège tel que ça aurait dû être depuis longtemps le sujet d'une thèse retentissante, les signes en sont si nombreux qu'il n'y a qu'à se baisser. Passer les titres, les voix intérieures, paroles sur la dune, beaucoup d'autres. Le premier rencontré est offert par une découverte toute récente de Florence Nogrette au cours de sa titanesque entreprise de publier les 22 000 lettres adressées quotidiennement à Victor Hugo par Juliette Drouet. Un jour de novembre 1842, elle lui écrit « Je vous attends, Toto. Et je voudrais bien ne pas vous attendre davantage si cela vous était égal. Cher adoré, mon petit Toto bien-aimé, j'ai le cœur plein de bon amour et de douce confiance. Je crois à ce que tu m'as dit cette nuit, absolument comme je crois à ce que je sens d'adoration pour toi. Aussi, je suis heureuse, malgré ton absence. Malheureusement, vous ne restez pas assez longtemps et le peu de temps que vous passez chez moi ne m'appartient pas puisque vous travaillez sans lever les yeux. Mais c'est égal, je suis heureuse tout de même et je te vois partir avec un inexprimable regret. Si tu étais dans mon pauvre cœur dans ce moment-là, tu n'aurais jamais le courage de t'en aller, tant ce que j'éprouve est douloureux et triste. J'espère que tu vas revenir comme cela t'est déjà arrivé. Songe que je t'ai très peu vu après tout, puisque tu as travaillé tout le temps sans lever une seule fois les yeux sur moi et sans m'adresser une parole. Je sais bien que je pouvais te regarder, et je ne m'en suis pas privé, mais je ne te vois pas aussi bien quand tu ne me regardes pas un peu toi-même de temps en temps. » Le lendemain, il écrit d'un seul jet et sans correction le poème placé 10 ans plus tard dans Les Contemplations sous le titre « Paroles dans l'ombre ». Elle disait « C'est vrai, j'ai tort de vouloir mieux. Les heures sont ainsi très doucement passées. Vous êtes là, mes yeux ne quittent pas vos yeux où je regarde aller et venir vos pensées. Vous voir est un bonheur, je ne l'ai pas complet. Sans doute c'est encore bien charmant de la sorte. Je veille, car je sais tout ce qui vous déplaît, à ce que nul fâcheux ne vienne ouvrir la porte. Je me fais bien petite en mon coin près de vous. Vous êtes mon lion, je suis votre colombe. J'entends de vos papiers le bruit paisible et doux. Je ramasse parfois votre plume qui tombe. Sans doute je vous ai, sans doute je vous vois. La pensée est un vin dont les rêveurs sont ivres. Je le sais, mais pourtant je veux qu'on songe à moi. Quand vous êtes ainsi tout un soir dans vos livres sans relever la tête, et sans me dire un mot, une ombre reste au fond de mon cœur qui vous aime. Et pour que je vous voie entièrement, il faut me regarder un peu de temps en temps vous-même. Hugo n'aurait-il fait que versifier Juliette? Oui, il faut bien le reconnaître. Seule transformation d'importance, le titre et le premier mot, elle disait, par lesquels le poème fait entendre une parole au lieu de donner à lire un texte,
alors même que cette voix n'a pas été entendue et que ce texte a été lu. Quelle était la voix de Juliette? Banale apparemment, puisque les critiques de théâtre ne retiennent que la grâce de sa silhouette et la beauté de ses épaules. Celle de Hugo n'avait non plus rien de remarquable. Elle était faible, les contemporains disent basse, ce qui ne veut pas dire grave, et interdisait à Hugo l'éloquence en plein vent. Ce défaut de puissance, joint à une certaine retenue, le privait de tout empire à la Danton sur les assemblées, et la dissidence de ses idées de l'ascendant d'un tiers, lequel parlait très mal. Hugo fut donc un orateur plus qu'inattendu, paradoxal. L'étude sur Mirabeau, autoportrait du poète en orateur révolutionnaire, serait prophétique de la situation de parole des grands discours de 1850-51, si Hugo n'y enregistrait avec une étonnante sagacité la leçon tirée de sa première expérience de la parole publique, un an avant, lors du procès contre l'interdiction du roi Salut. Jamais homme ne fut plus complètement et plus constamment nié dans tous les sens que Mirabeau. Lorsqu'il arriva comme député d'Aix aux États généraux, il n'excitait la jalousie de personne. Peu à peu, cependant, comme le crépuscule de toutes les choses anciennes arrivait, il se fit assez d'ombre autour de la monarchie pour que le sombre éclat propre aux grands hommes révolutionnaires devint visible aux yeux. À dater de ce moment, l'envie prit Mirabeau et ne le quitta plus. À son égard, l'envie, il faut en convenir, était inépuisable en bonne raison. Probitas, l'orateur doit être sans reproche. Monsieur de Mirabeau était reprochable de toutes parts. Praestantia, l'auteur doit être beau. Monsieur de Mirabeau est laid. Vox amoena, l'auteur doit avoir un organe agréable. Monsieur de Mirabeau a la voix dure, sèche, criarde, tonnant toujours et ne parlant jamais. Subrisus audientum, l'orateur doit être le bienvenu de son auditoire. Monsieur de Mirabeau est haï de l'Assemblée. Et une foule de gens fort contents d'eux-mêmes concluaient « Monsieur de Mirabeau n'est pas un orateur ». Certes, il n'était pas orateur à la manière dont ces gens l'entendaient. Il était orateur selon lui, selon sa nature, selon son organisation, selon son âme, selon sa vie. Il était orateur parce qu'il était haï, comme Cicéron parce qu'il était aimé. Il était orateur parce qu'il avait souffert, parce qu'il avait failli. Il était orateur parce que, grâce aux larges issues ouvertes par les ébranlements de 1789, il avait enfin pu extravaguer dans la société tous ces bouillonnements intérieurs si longtemps comprimés dans la famille. Parce que, brusque, inégal, violent, vicieux, cynique, sublime, diffus, incohérent, plus rempli d'instinct encore que de pensée, les pieds souillés, la tête rayonnante, il était en tout semblable aux années ardentes dans lesquelles il a resplendi et dont chaque jour passait marqué au front par sa parole. On a peine à croire aujourd'hui que ces choses jugées qu'en 1790, beaucoup de gens conseillaient à Mirabeau, dans son propre intérêt, de quitter la tribune où il n'aurait jamais de succès complet, ou du moins d'y paraître moins souvent. Et puis, et ceci est une tactique qui a été de tout temps invariablement suivie contre les génies, non seulement les hommes de la monarchie, mais encore ceux de son parti, étaient toujours d'accord pour lui opposer sans cesse et lui préférer en toute occasion un autre orateur, fort adroitement choisi, en ce sens qu'il servait les mêmes sympathies politiques que Mirabeau, Barnave. Et c'est ainsi que, vers 1790, on bâtissait Barnave avec tout ce qu'on ruinait de Mirabeau. Ces deux hommes, Barnave et Mirabeau, présentaient d'ailleurs un contraste parfait. Dans l'Assemblée, quand l'un ou l'autre se levait, Barnave était toujours accueilli par un sourire et Mirabeau par une tempête. Barnave était un assez beau jeune homme et un très beau parleur. Mirabeau, comme disait spirituellement Rivarol, était un monstrueux bavard. Barnave était un de ces hommes qui prennent chaque matin la mesure de leur auditoire, qui tâtent le pouls de leur public, qui ne se hasardent jamais hors de la possibilité d'être applaudis, qui baisent toujours humblement le talon du succès, qui arrivent à la tribune quelquefois avec l'idée du jour, le plus souvent avec l'idée de la veille, jamais avec l'idée du lendemain, de peur d'aventure. Mirabeau, au contraire, était homme de l'idée neuve, de l'illumination soudaine, de la proposition risquée, fougueux, échevelé, imprudent, toujours inattendu partout, choquant, blessant, renversant, n'obéissant qu'à lui-même,
bruyant, trouble, rapide, profond, rarement transparent, jamais guéable, et roulant pêle-mêle dans son écume toutes les idées de son époque, souvent fort rudoyées dans leur rencontre avec les siennes. L'éloquence de Barnave à côté de l'éloquence de Mirabeau, c'était un grand chemin côtoyé par un torrent. Le peuple, cependant, qui a un sens particulier et le rayon visuel toujours singulièrement droit, qui n'est pas haineux parce qu'il est fort, qui n'est pas envieux parce qu'il est grand, le peuple était pour Mirabeau. Mirabeau était selon le peuple de 89 et le peuple de 89 était selon Mirabeau. Il n'est pas de plus beau spectacle pour le penseur que ces embrassements étroits du génie et de la foule. L'influence de Mirabeau était niée et était immense. C'était toujours lui, après tout, qui avait raison. Mais il n'avait raison sur l'Assemblée que par le peuple, et il gouvernait les chaises curules par les tribunes. Ce que Mirabeau avait dit en mots précis, la foule le redisait en applaudissements. Et, sous la dictée de ces applaudissements, bien à contre-cœur souvent, la législature écrivait. Libellés, pamphlets, calomnies, injures, interruptions, menaces, huées, éclats de rire, sifflets, n'étaient tout au plus que des cailloux jetés dans le courant de sa parole, qui servait par moments à la faire écumer. Voilà tout. Quand l'orateur souverain, pris d'une subite pensée, montait à la tribune, quand cet homme se trouvait face à face avec son peuple, quand il était là, debout et marchant sur l'envieuse assemblée, comme l'homme-dieu sur la mer, sans être englouti par elle, quand son regard sardonique et lumineux fixé du haut de cette tribune sur les hommes et sur les idées de son temps avait l'air de mesurer la petitesse des hommes sur la grandeur des idées, alors il n'était plus ni calomnié, ni hué, ni injurié. Ses ennemis avaient beau faire, avaient beau dire, avaient beau amonceler contre lui le premier souffle de sa bouche ouverte pour parler, faisait crouler tous ses entassements. Quand cet homme était à la tribune dans la fonction de son génie, sa figure devenait splendide et tout s'évanouissait devant elle. Tel fut donc, à peu près, Hugo, montant à la tribune de toutes les assemblées de la monarchie et des deux républiques, et reprenant la parole sous l'Empire dans toutes sortes de discours, de proclamations et de lettres, celle à Lord Palmerston, je vous la conseille, qui relevait, là-bas, dans l'île, la tribune détruite. Ajoutant quantité de lieux où Hugo parle sans que toutes ses interventions soient consignées, Académie française, Bureau et Commission des assemblées, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, où il est très assidu, Assemblée des proscrits, Congrès de la paix, banquets, meetings électoraux, réunions des groupes de la gauche à l'Assemblée et au Sénat, enterrements mémorables, Balzac, ou presque clandestins, ces enterrements civils pour lesquels ces discours devinrent vite des modèles réutilisés tels quels. Les éditeurs, mais Hugo le premier, publient séparément ces œuvres oratoires. Comment faire autrement? Nos pratiques et la langue même nous font distinguer écriture et parole. S'agissant de Hugo, on ajoute l'une à l'autre, poète et orateur. En réalité, pour lui, c'est tout un. Chez lui, le parler infuse l'écrit et réciproquement. Ce radical mélange, non plus des genres, mais des deux modes d'existence du langage, fut toujours mal supporté. À l'Assemblée législative, son œuvre lui était jetée à la tête comme une injure, portez cela à la porte Saint-Martin. Rébellion identique quoiqu'inverse de la critique, lorsqu'elle incrimine les digressions dans les romans, l'éloquence excessive et uniformément empruntée à leur créateur des personnages de la fiction, l'intrusion de la tirade dans l'épopée et de la rhétorique dans le lyrisme, en un mot, l'indiscrétion de la voix de Hugo. Une circonstance notable, souvent ignorée, la lie concrètement à l'œuvre. Ce que nous faisons ici, sa lecture à haute voix. Dans les années 30, mais après l'exil aussi, et à la différence d'autres dramaturges qui, moins doués, laissaient faire un professionnel, Hugo donne lecture de tous ses drames aux acteurs, soit avant, soit après la distribution des rôles. Pour les diriger sans doute, mais aussi pour les séduire. En 1873, au lendemain de la lecture de Marie Tudor aux acteurs du théâtre de la Porte Saint-Martin, Juliette s'extasie. En écoutant ta voix si pure, si mâle et si douce, je retrouvais une à une toutes mes espérances radieuses d'autrefois.
Écoute partiale évidemment, mais tout indique que Hugo était un lecteur d'un talent hors pair. Il en use pour faire agréer telle pièce auprès du comité de lecture du français ou d'un directeur de théâtre, surtout pour rallier autour de lui, dans son salon, tout le cercle brillant des confrères, critiques, gens de théâtre, dans une sorte de général anticipé, intime et mondaine à la fois. L'événement a été retenu par l'histoire littéraire pour Marion Delorme et Hernani, parce qu'il préparait le champ de bataille. Ce devait être pure gratification pour les auditeurs moins nombreux, du Roi s'amuse, de Marie Tudor, de Lucrèce Borgia, de Cromwell, en plusieurs soirées. Juliette reçut le cadeau d'une lecture de Ruy Blas pour elle seule, mais aussi de plusieurs chapitres des Misérables. Car le théâtre bénéficie d'un privilège naturel, mais d'aucune exclusivité. Hugo s'acquitte de ses obligations envers la Société des Bonnes Lettres, tout jeune, par la lecture de plusieurs odes inédites, lit la préface de Cromwell à un cercle d'amis avant sa publication, les chansons des Rues et des Bois à leurs futurs auditeurs, et, à ses proches, pendant l'exil, La Pitié suprême, Torquemada, Les Mages, Des parties de la fin de Satan, la préface Paris au Parricide, des poèmes évidemment, pour ne citer que la partie attestée d'une activité régulière et sans doute beaucoup plus fréquente. Elle n'est pas anecdotique. À la différence de Flaubert, Hugo ne lit à haute voix que devant un public, aussi réduit soit-il. Ne lit que des textes achevés, mais encore inédits. Et il est sans exemple qu'il ait jamais lu autre chose que ses propres œuvres. Ces signes, non pas de son orgueil, ces signes que, pour lui, la lecture n'est pas, comme le dessin, l'exercice d'un talent extérieur à l'œuvre, mais, à mi-chemin du manuscrit et de la publication, un de ses modes d'existence, et le plus parfait peut-être, celui où elle s'accomplit parce qu'elle reçoit déjà une audience publique, mais qu'il en reste encore le maître, et qu'elle demeure appropriée à sa personne, non plus à sa main, comme dans le manuscrit, mais à sa voix. Si on ne lit pas Hugo sans l'entendre, c'est sans doute parce que lui-même s'entendait lire en écrivant. Cet affleurement de la parole dans l'écriture va tout naturellement jusqu'à la saturation du texte par la voix dans le discours proprement dit, et l'on sait qu'en préparant les siens, Hugo notait sa réponse future aux objections qu'il entendait d'avance, à condition toutefois que l'action verbale ne l'emporte pas sur son but, et que l'orateur ne reste pas seul à s'écouter parler. Hugo sait se garder de ce risque, ou plutôt, il sait le courir et l'employer à la bonne cause. Car il prononce ses discours les plus mémorables et obtient ses succès les plus éclatants lorsque, en 1850-51, le vote étant acquis d'avance, la majorité sourde, sa parole trouve en elle-même sa propre fin, sort du cadre du débat parlementaire, s'adresse par-delà l'Assemblée au peuple pris à témoin et se fait protestation, mise en accusation, dénonciation. Écoutons un moment de ce théâtre verbal. Hugo est sur la scène, la rue dans la salle, les députés au fond de la fosse d'orchestre. Et quant au parti jésuite, puisque je suis provoqué à m'expliquer sur son compte. Quant à ce parti qui, à l'insu même de la réaction, est aujourd'hui l'âme de la réaction, à ce parti aux yeux duquel la pensée est une contravention, la lecture un délit, l'écriture un crime, l'imprimerie un attentat, quant à ce parti qui ne comprend rien à ce siècle dont il n'est pas, qui appelle aujourd'hui la fiscalité sur notre presse, la censure sur nos théâtres, l'anathème sur nos livres, la réprobation sur nos idées, la répression sur nos progrès, et qui, en d'autres temps, eût appelé la proscription sur nos têtes, à ce parti d'absolutisme, d'immobilité, d'imbécilité, de silence, de ténèbres,
d'abrutissement monacal à ce parti qui rêve pour la France, non l'avenir de la France, mais le passé de l'Espagne, il a beau rappeler complaisamment ses titres historiques à l'exécration des hommes, il a beau remettre à neuf ses vieilles doctrines rouillées de sang humain, il a beau être parfaitement capable de tous les guet-apens sur tout ce qui est la justice et le droit, il a beau être le parti qui a toujours fait les besognes souterraines et qui a toujours accepté dans tous les temps et sur tous les échafauds la fonction de bourreau masqué, il a beau se glisser traîtreusement dans notre gouvernement, dans notre diplomatie, dans nos écoles, dans nos urnes électorales, dans nos lois, dans toutes nos lois, et en particulier dans celles qui nous occupent, il a beau être tout cela et faire tout cela, qu'il le sache bien, et je m'étonne d'avoir pu moi-même croire à un moment le contraire, oui, qu'il le sache bien, les temps où il pouvait être un danger public sont passés. Oui, énervé comme il est, réduit à la ressource des petits hommes et à la misère des petits moyens, obligé d'user pour nous attaquer de cette liberté de la presse qu'il voudrait tuer et qui le tue, hérétique lui-même dans les moyens qu'il emploie, condamné à s'appuyer dans la politique sur des voltairiens qui le raillent et dans la banque sur des juifs qu'il brûlerait de si bon cœur, balbutiant en plein 19e siècle son infâme éloge de l'Inquisition au milieu des haussements d'épaules et des éclats de rire, le parti jésuite ne peut plus être parmi nous qu'un objet d'étonnement, un accident, un phénomène, une curiosité, un miracle, si c'est ça le mot qui lui plaît, quelque chose d'étrange et de hideux comme une orfraie qui volerait en plein midi, rien de plus. Il fait horreur, soit, mais il ne fait pas peur. Qu'il sache cela et qu'il soit modeste. Non, il ne fait pas peur. Non, nous ne le craignons pas. Non, le parti jésuite n'égorgera pas la liberté. Il fait trop grand jour pour cela. Quelque chose d'analogue se produit dans l'autre théâtre, le vrai, et pas seulement dans le Bon appétit, messieurs, ou les autres grands moments d'éloquence, le marquis de Nangis, Saint-Vallier, etc. Non pas que Hugo se mette ses personnages en faux nez, comme on le lui reprochait, mais parce que dans son théâtre, la parole occupe toute la place, qu'il est exclusivement parole, et que la parole y est pure. Toujours sincère, on cache des secrets, mais on ne ment pas, dans les drames de Hugo. Elle ignore le double jeu, la dissimulation, la mauvaise foi, et met rarement en œuvre cette contrainte verbale sur autrui qui occupe les trois quarts des dialogues de Racine. Les personnages de Hugo ne prennent pas la parole, c'est elle qui les prend. Sans double fond, sans intériorité cachée aux autres ou à soi-même qu'ils auraient à révéler, il n'existe que dans une parole qui se suffit à elle-même et sort d'eux toute seule, pour ainsi dire, presque malgré eux, et toujours avec force. De là qu'ils ne s'écoutent guère et se comprennent mal, même lorsqu'ils s'aiment, chacun étant emporté par le cours d'une parole qu'il ne dirige pas. Telle est la scène 4 de l'acte 3 d'Hernani entre Hernani et Doniasol, que je laisse Nicolas Lormeau lire. Il fera tous les rôles comme Hugo le faisait et qu'il pourra commenter au cours de la lecture s'il le veut, bien sûr. Comme c'est la plus grande scène de Hernani, et qu'il y en a pour 9 minutes, nous sommes à l'acte 3. Très vite, je vous resitue la situation. Pardon pour ceux qui connaissent Hernani par cœur. L'acte 3, à la fin de l'acte 2, Hernani est parti combattre les troupes de Don Carlos avec ses amis dans la montagne. Il s'est passé 3 semaines à peu près. L'acte 3 se passe chez Ruy Gomez, le jour du mariage prévu entre Don Ruy Gomez et Doniasol. Doniasol est inquiète, elle n'a pas vu Hernani depuis longtemps, et un laquais vient apprendre à Doniasol et à Gomez qu'ils seraient morts dans les combats. Doniasol quitte la pièce, j'avais des rêves de suicide, j'en sais rien, et arrive un pèlerin qui n'est autre qu'Hernani, qui a réussi à se sauver des combats. Tous ses amis sont morts,
et il vient là pour sans doute enlever Donia Sol à Gomez. Et au moment où Donia Sol revient, elle revient en portant un coffret qui contient tous les cadeaux de mariage que Gomez vient de lui offrir. Et Hernani voit ça, se découvre, dit qui il est. Comme il est recherché par les troupes du roi, Gomez les laisse seuls pour aller barricader le château, pour que le Carlos ne puisse pas arrêter ce bandit, puisqu'il est là comme pèlerin, et donc il lui doit une hospitalité sans faille. Et Hernani, face au coffret et face à Donia Sol, donc ils ne se sont pas vus depuis longtemps, et théoriquement, ils étaient censés s'aimer. Je vais essayer de faire comprendre qui parle. Je ne vais pas à chaque fois dire Hernani, Donia Sol. Théoriquement, c'est clair. Bon voyage. Hernani, je vous fais compliment. Plus que je ne puis dire, la parure me charme et m'enchante, et j'admire. La bague est de bon goût, la couronne me plaît, le collier est d'un beau travail, le bracelet est rare, mais 100 fois moins que la femme qui, sous un front si pur, cache ce cœur infâme. Et qu'avez-vous donné pour tout cela? Fort bien, un peu de votre amour, mais vraiment, c'est pour rien. Grand Dieu, trahir ainsi, n'avoir pas honte, et vivre. Mais peut-être après tout ces perles faux, ces cuivres au lieu d'or, verre et plomb, diamants déloyaux, faux saphirs, faux bijoux, faux brillants, faux joyaux. Ah, s'il en est ainsi comme cette parure, ton cœur est faux, duchesse, et tu n'es que dorure, mais non! Non! Tout est vrai, tout est bon, tout est beau. Il n'oserait toucher, lui, qui touche au tombeau, rien n'y manque. Collier brillant, pendant d'oreilles, couronne de duchesse, anneau d'or, à merveille. Grand merci de l'amour sûr, fidèle et profond, le précieux écrin. Donia Sol va au coffret, y fouille et en tire un poignard. Donia Sol, vous n'allez pas au fond. C'est le poignard qu'avec l'aide de ma patronne, je pris au roi Carlos lorsqu'il m'offrit un trône et que je refusais pour vous qui m'outragez. Oh, laisse qu'à genoux dans tes yeux affligés, j'efface tous ces pleurs amers et pleins de charme, et tu prendras après tout mon sang pour tes larmes. Hernani, je vous aime et vous pardonne, et n'ai que de l'amour pour vous. Elle m'a pardonné et m'aime. Qui pourra faire aussi que moi-même, après ce que j'ai dit, je me pardonne et m'aime? Oh, je voudrais savoir, ange au ciel réservé, où vous avez marché pour baiser le pavé. Donia Sol, ami Hernani. Non, je dois être odieux, mais écoute, dis-moi je t'aime. Hélas, rassure un cœur qui doute, dis-le-moi, car souvent, avec ce peu de mots, la bouche d'une femme a guéri bien des maux. Donia Sol, croire que mon amour eut si peu de mémoire, que jamais il pourrait, tous ces hommes en gloire, jusqu'à d'autres amours plus nobles à leur gré, rapetisser un cœur où son nom est entré? Hernani, hélas, j'ai blasphémé. Si j'étais à ta place, Donia Sol, j'en aurais assez. Je serais las de ce fou furieux, de ce sombre insensé qui ne sait caresser qu'après qu'il a blessé. Je lui dirais, va-t'en, repousse-moi, repousse, et je te bénirai, car tu fus bonne et douce, car tu m'as supporté trop longtemps, car je suis mauvais. Je noircirai tes jours avec mes nuits, car c'en est trop enfin. Ton âme est belle et haute et pure, et si je suis méchant, est-ce ta faute? Épouse le vieux duc. Il est bon, noble, il a par sa mère Olmedo, par son père Alcala, encore un coup, sois riche avec lui, sois heureuse.
Moi, sais-tu ce que peut cette main généreuse t'offrir de magnifique? Une dot de douleur. Tu pourras y choisir ou du sang, ou des pleurs, l'exil, les fers, la mort, l'effroi qui m'environnent. C'est là ton collier d'or, c'est ta belle couronne. Et jamais à l'épouse un époux plein d'orgueil n'offrit plus riche écrin de misère et de deuil. Épouse le vieillard, te dis-je, il te mérite. Et qui jamais croira que ma tête proscrite aille avec ton front pur? Qui, nous voyant tous deux, toi, calme et belle, moi, violent, hasardeux, toi, paisible et croissant comme une fleur à l'ombre, moi, heurté dans leur âge à des écueils sans nombre, qui dira que nos sorts suivent la même loi? Non, Dieu qui fait tout bien ne te fit pas pour moi. Je n'ai nul droit d'en haut sur toi, je me résigne. J'ai ton cœur, c'est un vol, je le rends au plus digne. Jamais à nos amours le ciel n'a consenti. Si j'ai dit que c'était ton destin, j'ai menti. D'ailleurs, vengeance, amour, adieu, mon jour s'achève, je m'en vais, inutile avec mon double rêve, honteux de n'avoir pu ni punir, ni charmer, qu'on m'ait fait pour haïr, moi qui n'ai su qu'aimer. Pardonne-moi, fuis-moi, ce sont mes deux prières, ne les rejette pas, car ce sont les dernières, tu vis et je suis mort. Je ne vois pas pourquoi tu te ferais murer dans ma tombe avec moi. Tognasol, ingrat, Hernani. Mont d'Aragon, Galice, Estramadour, oh, je porte malheur à tout ce qui m'entoure. J'ai pris vos meilleurs fils pour mes droits sans remords. Je les ai fait combattre et voilà qu'ils sont morts. C'étaient les plus vaillants de la vaillante Espagne. Ils sont morts. Ils sont tous tombés dans la montagne, tous sur le dos couchés en braves devant Dieu. Et si leurs yeux s'ouvraient, ils verraient le ciel bleu. Voilà ce que je fais de tout ce qui m'épouse. Est-ce une destinée à te rendre jalouse, Donia Sol? Prends le duc, prends l'enfer, prends le roi, c'est bien. Tout ce qui n'est pas moi vaut mieux que moi. Je n'ai plus un ami qui de moi se souvienne. Tout me quitte. Il est temps qu'à la fin ton tour vienne, car je dois être seul. Fuis ma contagion. Ne te fais pas d'aimer une religion, oh, par pitié pour toi. Fuis. Tu me crois peut-être un homme comme sont tous les autres, un être intelligent qui court droit au but qu'il rêva. Détrompe-toi. Je suis une force qui va. Agent aveugle et sourd de mystères funèbres, une âme de malheur, faite avec des ténèbres, où vais-je, je ne sais. Mais je me sens poussé d'un souffle impétueux, d'un destin insensé. Je descends, et jamais ne m'arrête. Si parfois, haletant, j'ose tourner la tête, une voix me dit « Marche !» Et l'abîme est profond, et de flammes ou de sang, je le vois rouge au fond. Cependant, alentour de ma course farouche, tout se brise, tout meurt. Malheur à qui me touche. Oh, fuis! Détourne-toi de mon chemin fatal. Hélas, sans le vouloir, je te ferai du mal. Grand Dieu, c'est un démon redoutable, te dis-je, que le mien. Mon bonheur, voilà le seul prodige qui lui soit impossible. Et toi, c'est le bonheur, tu n'es donc pas pour moi. Cherche un autre seigneur, va. Si jamais le ciel à mon sort qu'il renie souriait, n'y crois pas, ce serait ironie. Épouse le duc. Tognasol. Donc ce n'était pas assez. Vous aviez déchiré mon cœur. Vous le brisez. Ah! Vous ne m'aimez plus. Hernani. Oh! Mon âme et mon cœur et mon âme, c'est toi. L'ardent foyer d'où me vient toute flamme, c'est toi. Ne m'en veux pas de fuir, être adoré. Je ne vous en veux pas, seulement j'en mourrai. Mourir pour qui? Pour moi, se peut-il que tu meurs? Pour qui, sinon pour vous? Oh, tu pleures,
et c'est encore ma faute. Et qui me punira? Car tu pardonneras encore. Qui te dira ce que je souffre au moins lorsqu'une larme noie la flamme de tes yeux dont l'éclair est ma joie? Oh, mes amis sont morts. Oh, je suis insensé. Pardonne. Je voudrais aimer, je ne le sais. Hélas, j'aime pourtant d'une amour bien profonde. Ne pleure pas, mourons plutôt. Que n'ai-je un monde, je te le donnerai. Je suis bien malheureux. Donia Sol, vous êtes mon lion superbe et généreux. Je vous aime. Hernani, ah, l'amour serait un bien suprême si l'on pouvait mourir de trop aimer. Donia Sol, je t'aime, Hernani. Je vous aime et je suis tout à vous. Oh, qu'un coup de poignard de toi me serait tout, Donia Sol. Quoi? Ne craignez-vous pas que le ciel vous punisse de parler de la sorte, Hernani? Eh bien, qu'il nous unisse, tu le veux, qu'il en soit ainsi. J'ai résisté. Tous deux, dans les bras l'un de l'autre, ils se regardent avec extase, sans voir, sans entendre, et comme absorbés par leur regard, entre Don Rue Gomez par la porte du fond, ils regardent et s'arrêtent comme pétrifiés sur le seuil. De là, malgré les éclairs du grotesque, le tropisme général des drames des années 30 vers le monologue lyrique. Et, sauf correction par les acteurs, c'est possible, la preuve, la monotonie sonore d'une parole vouée à l'expression de soi sur le mode de la déclaration, toujours tendue à l'extrême. Si bien que, paradoxalement, dans l'œuvre de Hugo, le roman et la poésie, plus que le théâtre, sont les vrais faits de la parole. Du fait d'abord d'innombrables incursions de l'éloquence. Enjolras sur la barricade, Gauvin au cachot, Gwynplaine à la chambre des lords, le satyre devant les Olympiens, les révélations de la bouche d'ombre, la harangue de Jean Valjean à Montparnasse, la leçon de Magnitudo Parmi. Elles vont parfois jusqu'à la contamination générique. Claude Gueux s'achève par la plaidoirie magistrale du héros aux assises, et l'heureuse initiative d'un bourgeois du Havre, faisant envoyer le livre à tous les députés de la Chambre, réalise sa vocation parlementaire sous-jacente. C'est la raison pour laquelle Hugo, à la seconde édition, a intégré mention de ce geste au texte. Welf Casteller d'Osbord circule dans les projets de Hugo de La Légende des siècles au théâtre en liberté pour former finalement le livre dramatique des 4 vents de l'esprit. Mais plus que ces dérapages oratoires, c'est du dialogue que procède une imprégnation diffuse et générale du roman et du poème par la parole. Philippe Dufour a montré combien Hugo Romancier est un dialoguiste habile. Il sait écouter. Chose vue devrait s'intituler chose entendue. Noter la qualité des voix et des intonations et si bien inventer le vocabulaire, la syntaxe, les tours, les accents, le rythme des phrases qu'on jurerait qu'il les reproduit. L'effet de réel chez Hugo passe principalement par le son et la voix. Gavroche est si vrai qu'on le croit exact, sans prendre garde à la théâtralité avouée du personnage. Écoutons ce qu'il en est. Gavroche est en train de se diriger vers la barricade. L'agitation d'un pistolet sans chien qu'on tient à la main en pleine rue est une telle fonction publique que Gavroche sentait croître sa verve à chaque pas. Il criait, parmi les brides de la Marseillaise qu'il chantait, « Tout va bien! Je souffre beaucoup de la patte gauche, je me suis cassé mon rhumatisme, mais je suis content, citoyen! Les bourgeois n'ont qu'à bien se tenir! Je vais leur éternuer des couplets subversifs! Qu'est-ce que c'est que les bouchards? C'est des chiens! Non, dinche, ne manquons pas de respect aux chiens! Avec ça que je voudrais bien en avoir un, mon pistolet! J'ai du boulevard, mes amis, ça chauffe, ça jette un petit bouillon, ça mijote. Il est temps d'en écumer le pot. En avant, les hommes, qu'un sang impur inonde les sillons. Je donne mes jours pour la patrie, je ne reverrai plus ma concubine. Ni, fini, oui, ni. Mais c'est égal,
Vive la joie! Battons-nous, crebleu! J'en ai assez du despotisme! Ici, Gavroche ne fait que persévérer dans son être et son allocution serait ornementale si la présence distrayante du gamin, suivie d'éloquence pâteuse de grand air ivre, ne servait à ménager une détente avant les angoisses de la barricade. Le parler rural de Fauchelevent est dévolu à la même fonction. On va l'entendre dériver vers le comique de l'absurde lorsque la mère supérieure du couvent lui demande de prêter son concours à l'inhumation peu légale d'une religieuse. Père Fauvent, révérende mère, vous savez qu'une mère est morte ce matin? Non. Elle est morte à la pointe du jour, c'est la mère crucifixion, une bienheureuse. Les mères l'ont portée dans la chambre des mortes qui donne dans l'église. Je sais. Aucun autre homme que vous ne peut et ne doit entrer dans cette chambre. Veillez-y bien, il ferait beau voir qu'un homme entrât dans la chambre des mortes. Plus souvent. Hein? Plus souvent. Qu'est-ce que vous dites? Je dis plus souvent. Plus souvent que quoi? Révérende mère, je ne dis pas plus souvent que quoi, je dis plus souvent. Je ne vous comprends pas. Pourquoi dites-vous plus souvent? Pour dire comme vous, révérende mère. Mais je n'ai pas dit plus souvent. Vous ne l'avez pas dit, mais je l'ai dit pour dire comme vous. En ce moment, 9 heures sonnaient. À 9 heures du matin et à toute heure, loué soit. À 9 heures du matin et à toute heure, loué soit et adoré le très saint sacrement de l'autel, dit la prieure. Amen, dit Fauchelevent. L'heure sonna à propos, elle coupa court à plus souvent. Il est probable que sans elle, la prieure et Fauchelevent ne se fussent jamais tirés de cet écheveau. Cette aptitude naturelle de la parole au retardement de l'action, inhérent au roman, peut se doubler d'autres fonctions, voire s'effacer derrière elle. Après la tempête sous un crâne et l'approfondissement sournois de sa violence dans le rêve de Jean Valjean, le retour au réel prend le chemin d'un dialogue insignifiant, parfaitement terre-à-terre, vaguement comique, et d'une puissance pathétique prodigieuse. Non parce que la crise s'y résout, mais parce qu'il se substitue à sa résolution et qu'il est déjà trop tard. Jean Valjean, épuisé, s'est endormi et un bruit s'est fait entendre. Il se réveilla. Il était glacé. Un vent qui était froid comme le vent du matin faisait tourner dans leurs gonds les châssis de la croisée restée ouverte. Le feu s'était éteint. La bougie touchait à sa fin, il était encore nuit noire. Il se leva, il alla à la fenêtre, il n'y avait toujours pas d'étoiles au ciel. De sa fenêtre, on voyait la cour de la maison et la rue. Un bruit sec et dur qui résonna tout à coup sur le sol lui fit baisser les yeux. Il vit, au-dessous de lui, 2 étoiles rouges dont les rayons s'allongeaient et se raccourcissaient bizarrement dans l'ombre. Comme sa pensée était encore à demi submergée dans la brume des rêves, « Tiens, songea-t-il, il n'y en a pas dans le ciel, elles sont sur la terre maintenant. » Cependant, ce trouble se dissipa, un second bruit pareil au premier acheva de le réveiller. Il regarda et il reconnut que ces 2 étoiles étaient les lanternes d'une voiture. À la clarté qu'elle jetait, il put distinguer la forme de cette voiture. C'était un tilbury attelé d'un petit cheval blanc. Le bruit qu'il avait entendu, c'étaient les coups de pied du cheval sur le pavé. « Qu'est-ce que c'est que cette voiture ?» se dit-il. « Qui est-ce qui vient donc de si matin ?» En ce moment, on frappa un petit coup à la porte de sa chambre. Il frissonna de la tête aux pieds et cria d'une voix terrible « Qui est là ?» Quelqu'un répondit « Moi, monsieur le maire. » Il reconnut la voix de la vieille femme, sa portière. « Eh bien, reprit-il, qu'est-ce que c'est ?»« Monsieur le maire, il est tout à l'heure 5 heures du matin. »« Qu'est-ce que cela me fait ?»« Monsieur le maire, c'est le cabriolet. »« Quel cabriolet ? Le tilbury. Quel tilbury ? » « Est-ce que monsieur le maire n'a pas fait demander un tilbury ?»« Non, dit-il. »« Le cocher dit qu'il vient chercher monsieur le maire. »« Quel cocher ? »« Le cocher
de M. Scaufflaire. M. Scaufflaire. Ce nom le fit tressaillir, comme si un éclair lui eût passé devant la face. Ah oui, reprit-il. M. Scaufflaire. Si la vieille femme l'eût pu voir en ce moment, elle eût été épouvantée. Il se fit un assez long silence. Il examinait d'un air stupide la flamme de la bougie et prenait autour de la mèche de la cire brûlante qu'il roulait dans ses doigts. La vieille attendait. Elle se hasarda pourtant à élever encore la voix. « Monsieur le maire, que faut-il que je réponde ?»« Dites que c'est bien et que je descends. » C'est indiqué que le dialogue peut être en charge de l'essentiel. Dans 93, il dit la vérité d'une situation historique aussi bien que Michelet, mais plus vite, dans l'interrogatoire de Michel Fléchard par le sergent Gradou, l'aliénation dans la confrontation entre Almalo et Lantenac, l'irréductibilité de l'humain au politique, dans la réplique fulgurante de Michel Fléchard, « Es-tu des bleus, es-tu des blancs, avec qui es-tu ? Je suis avec mes enfants. » Ce n'est pas sans raison que du spectacle auditif des rues de Paris en ce temps-là, au babillage trébuchant de tout petits enfants, la parole sous toutes ses formes occupe les 2/3 au moins du roman. Pour Hugo, point déterministe du tout, la révolution elle-même est une parole. La voici sous ces deux aspects. Aérienne d'abord, dans Réponse à un acte d'accusation, puis tonitruante dans William Shakespeare. Grâce à toi, progrès saint, la révolution vibre aujourd'hui dans l'air, dans la voix, dans le livre. Dans le mot palpitant, le lecteur la sent vivre. Elle crie, elle chante, elle enseigne, elle rit. Sa langue est déliée ainsi que son esprit. Elle est dans le roman, parlant tout bas aux femmes. Elle est la prose, elle est le vers, elle est le drame. Elle entre aux profondeurs du langage insondable. Elle souffle dans l'arbre. Porte-voix formidable. Le triple mouvement littéraire, philosophique et social du XIXe siècle, qui est un seul mouvement, n'est autre chose que le courant de la Révolution. Ce courant, après avoir entraîné les faits, se continue immense dans les esprits. La Révolution, tournant climatérique de l'humanité, se compose de plusieurs années. Chacune de ces années exprime une période, représente un aspect ou réalise un organe du phénomène. 93, tragique, est une de ces années colossales. Il faut quelquefois aux bonnes nouvelles une bouche de bronze. 93 est cette bouche. Écoutez-en sortir l'annonce énorme. Inclinez-vous et restez effarés et soyez attendris. Dieu, la première fois, a dit lui-même Fiat lux. La seconde fois, il l'a fait dire. Par qui? Par 93. Dans Les Misérables, les prouesses verbales mimétiques ne sont pas non plus gratuites. La caractérisation sonore des personnages y forme un système dont d'ailleurs les deux extrêmes se rejoignent. En haut, les orateurs et les poètes. Myriel et le conventionnel, Marius Enjolras, Prouvaire, qui ne dit rien, mais à qui Hugo donne en chanson l'un de ses plus beaux poèmes, Gavroche, qui chante également, Cambronne, dont le mot, dit Hugo, atteint la grandeur échillette, celui enfin de quelques noms qu'on le nomme, qui raconte Waterloo, les barricades de juin 48. Plus bas, le langage diversement dégradé des bavards. La verve vieillotte et loufoque de Gilles Normand, la loquacité d'écluse lâchée de la supérieure du couvent et de Grand-Érivre, la faconde creuse mais à double fond menaçant de Tholomyès, le bagou de Fauchelevent, les diatribes de Thénardier trouées de cuir et d'éclairs homicides, le bégaiement de Toussaint, l'argot. Plus bas encore, la parole se fait bruit. Javert est un aboiement
Éponine un enrouement, Cosette un gazouillement, Fantine une toux. Comme les soldats de Waterloo et comme les religieuses, Jean Valjean se tait. Mieux, tout son souci est de ne pas faire de bruit. Le peuple est un silence. À plus forte raison, la misère. Lorsque l'appareil judiciaire fait parler, sinon sous la torture, du moins sous le coup de travaux forcés à perpétuité, le double de Jean Valjean, Champmathieu, Hugo réussit ce tour de force de faire entendre une parole muette. L'instant de clore les débats était venu. Le président fit lever l'accusé et lui adressa la question d'usage. « Avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense ?» L'homme, debout, roulant dans ses mains un affreux bonnet qu'il avait, sembla ne pas entendre. Le président répéta la question. Cette fois, l'homme entendit. Il parut comprendre. Il fit le mouvement de quelqu'un qui se réveille, promena ses yeux autour de lui, regarda le public, les gendarmes, son avocat, les jurés, la cour, posa son poing monstrueux sur le rebord de la boiserie placée devant son banc, regarda encore et, tout à coup, fixant son regard sur l'avocat général, il se mit à parler. Ce fut comme une éruption. Il sembla, à la façon dont les paroles s'échappaient de sa bouche, incohérentes, impétueuses, heurtées, pêle-mêle, qu'elles s'y pressaient toutes à la fois pour sortir en même temps. Il dit : « J'ai à dire ça, que j'ai été charron à Paris, même que c'était chez M. Balou. C'est un état dur. Dans la chose de charron, on travaille toujours en plein air, dans des cours, sous des hangars chez les bons maîtres, jamais dans des ateliers fermés, parce qu'il faut des espaces, voyez-vous. L'hiver, on a si froid qu'on se bat les bras pour se réchauffer, mais les maîtres ne veulent pas, ils disent que cela perd du temps. Manier du fer quand il y a de la glace entre les pavés, c'est rude. Ça vous use vite un homme, on est vieux tout jeune dans cet état-là. À 40 ans, un homme est fini. Moi, j'en avais 53, j'avais bien du mal. Et puis, c'est si méchant les ouvriers. Quand un bonhomme n'est plus jeune, on vous l'appelle pour tout vieux serin, vieille bête. Je gagnais plus que 30 sous par jour, on me payait le moins cher qu'on pouvait. Les maîtres profitaient de mon âge. Avec ça, j'avais ma fille qui était blanchisseuse à la rivière. Elle gagnait un peu de son côté, à nous deux ça allait. Elle avait de la peine aussi. Toute la journée dans un baquet jusqu'à mi-corps, à la pluie, à la neige, avec le vent qui vous coupe la figure quand il gèle. C'est tout de même, faut laver. Il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de linge et qui attendent après. Si on ne lavait pas, on perdrait des pratiques. Les planches sont mal jointes et il vous tombe des gouttes d'eau partout. On a ses jupes toutes mouillées, dessus et dessous, ça pénètre. Elle a aussi travaillé au lavoir des enfants rouges, où l'eau arrive par des robinets. On n'est pas dans le baquet, on lave devant soi au robinet et on rince derrière soi dans le bassin. Comme c'est fermé, on a moins froid au corps, mais il y a une buée d'eau chaude qui est terrible et qui vous perd les yeux. Elle revenait à 7 heures du soir, elle se couchait bien vite, elle était si fatiguée. Son mari la battait, elle est morte. Nous n'avons pas été bien heureux. C'était une brave fille qui n'allait pas au bal, qui était bien tranquille. Je me rappelle un mardi gras où elle était couchée à 8 heures. Voilà. Je dis vrai. Vous avez qu'à demander. Ah bah ouais, demandez que je suis bête. Paris, c'est un gouffre. Qui est-ce qui connaît le père Champmathieu ? Pourtant, je vous dis, monsieur Balou, voyez chez monsieur Balou. Après ça, je sais pas ce qu'on veut. L'homme se tut et resta debout. Il avait dit ces choses d'une voix haute, rapide, rauque, dure et enrouée, avec une sorte de naïveté irritée et sauvage. Une fois, il s'était interrompu pour saluer quelqu'un dans la foule. Les espèces d'affirmations qu'il semblait jeter au hasard devant lui venaient comme des hoquets, et il ajoutait à chacune d'elles le geste d'un bûcheron qui fend du bois. Quand il eut fini, l'auditoire éclata de rire. Il regarda le public
Et voyant qu'on riait, et ne comprenant pas, il se mit à rire lui-même. Mais c'est mal rendre compte du dialogue chez Hugo que de l'extraire par fragments. Quelques-uns se détachent en morceaux de bravoure. Le plus souvent, le roman se tisse si bien de l'entrecroisement des rôles avec le récit que le narrateur, les narrateurs plutôt, car il a plusieurs voix, finissent par entrer en dialogue avec les personnages. Nicolas Lormeau va faire entendre l'un de ses concertos pour voix narrative et personnages. C'est la rencontre de Fantine portant Cosette avec Madame Thénardier qui chantonne en balançant ses deux filles ravies sur une balançoire improvisée. Il y a des charmes. Ces deux petites filles en furent un pour cette mère. Elle les considérait tout émues. La présence des anges est une annonce de paradis. Elle crut voir, au-dessus de cette auberge, le mystérieux ici de la Providence. Ces deux petites étaient évidemment heureuses. Elle les regardait, elle les admirait, tellement attendrie qu'au moment où la mère reprenait haleine entre les deux vers de sa chanson, elle ne put s'empêcher de lui dire ce mot qu'on vient de lire. « Vous avez là deux jolis enfants, madame. » Les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits. La mère leva la tête et remercia, et fit asseoir la passante sur le banc de la porte, elle-même étant sur le seuil. Les deux femmes causaient. « Je m'appelle Madame Thénardier, » dit la mère des deux petites. « Nous tenons cette auberge. » Puis, toujours à sa romance, elle reprit entre ses dents. « Il le faut, je suis chevalier et je pars pour la Palestine. » Cette Madame Thénardier était une femme rousse, charnue, anguleuse, le type femme à soldat dans toute sa disgrâce. Et, chose bizarre, avec un air penché qu'elle devait à des lectures romanesques. C'était une minaudière hommasse. De vieux romans qui se sont éraillés sur des imaginations de gargotières ont de ces effets-là. Elle était jeune encore, elle avait à peine 30 ans. Si cette femme qui était accroupie se fût tenue droite, peut-être sa haute taille et sa carrure de colosse ambulant propre aux foires eussent-elles dès l'abord effarouché la voyageuse, troublé sa confiance et fait évanouir ce que nous avons à raconter. Une personne qui est assise au lieu d'être debout. Les destinées tiennent à cela. La voyageuse raconta son histoire un peu modifiée, qu'elle était ouvrière, que son mari était mort, que le travail lui manquait à Paris et qu'elle allait en chercher ailleurs, dans son pays, qu'elle avait quitté Paris le matin même à pied, que comme elle portait son enfant, se sentant fatiguée et ayant rencontré la voiture de Villemomble, elle y était montée, que de Villemomble elle était venue à Montfermeil à pied, que la petite avait un peu marché, mais pas beaucoup, c'est si jeune, et qu'il avait fallu la prendre et que le bijou s'était endormi. Et sur ce mot, elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla. L'enfant ouvrit les yeux, de grands yeux bleus comme ceux de sa mère, et regarda, quoi? Rien, tout, avec cet air sérieux et quelquefois sévère des petits enfants, qui est un mystère de leur lumineuse innocence devant nos crépuscules de vertu. On dirait qu'ils se sentent anges et qu'ils nous savent hommes. Puis l'enfant se mit à rire et, quoique la mère la retint, glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir. Tout à coup, elle aperçut les deux autres sur leur balançoire, s'arrêta court et tira la langue, signe d'admiration. La mère Thénardier détacha ses filles, les fit descendre de l'escarpolette et dit « Amusez-vous toutes les trois !» Ces âges-là s'apprivoisent vite et au bout d'une minute, les petites Thénardier jouaient avec la nouvelle venue à faire des trous dans la terre, plaisir immense. Les deux femmes continuaient de causer. « Comment s'appelle votre mioche ?»« Cosette. » Cosette lisait Euphrasie. La petite se nommait Euphrasie. Mais d'Euphrasie, la mère avait fait Cosette par ce doux et gracieux instinct des mères et du peuple qui change Josépha en Pépita et Françoise en Sillette. C'est là un genre de dérivé qui dérange et déconcerte toute la science des étymologistes.
nous avons connu une grand-mère qui avait réussi à faire de Théodore Gnon. Quel âge a-t-elle? Elle va sur ses 3 ans. C'est comme mon aîné. Cependant, les 3 petites étaient groupées dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude. Un événement avait lieu. Un gros ver venait de sortir de terre, et elles avaient peur, et elles étaient en extase. Leurs fronts radieux se touchaient, on eût dit 3 têtes dans une auréole. Les enfants, s'écria la mère Thénardier, comme ça se connaît tout de suite. Les voilà qu'on jurerait 3 sœurs. Ce mot fut l'étincelle qu'attendait probablement l'autre mère. Elle saisit la main de la Thénardier, la regarda fixement et lui dit « Voulez-vous me garder mon enfant ?» La Thénardier eut un de ces mouvements surpris qui ne sont ni le consentement ni le refus. La mère de Cosette poursuivit « Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays. L'ouvrage ne le permet pas. Avec un enfant, on ne trouve pas à se placer. Ils sont si ridicules dans ce pays-là. C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge. Quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes, cela m'a bouleversé. J'ai dit, voilà une bonne mère. C'est ça. Ça fera 3 sœurs et puis je ne serai pas longtemps à revenir. Voulez-vous me garder mon enfant? Faudrait voir, dit la Thénardier. Je donnerai 6 francs par mois. Ici, une voix d'homme cria du fond de la gargote. Pas à moins de 7 francs et 6 mois payés d'avance. 6 fois 7, 42, dit la Thénardier. Je les donnerai, dit la mère. Et 15 francs en dehors pour les premiers frais, ajouta la voix d'homme. Total 57 francs, dit madame Thénardier. Et à travers ces chiffres, elle chantonnait vaguement. Il le faut, disait un guerrier. Je les donnerai, dit la mère. J'ai 80 francs. Il me restera de quoi aller au pays. En allant à pied, je gagnerai de l'argent là-bas. Et dès que j'en aurai un peu, je reviendrai chercher l'amour. La voix d'homme reprit. La petite a un trousseau? C'est mon mari, dit la Thénardier. Sans doute elle a un trousseau, le pauvre trésor. J'ai bien vu que c'était votre mari. Et un beau trousseau encore, un trousseau insensé, tout par douzaines, et des robes de soie comme une dame. Il est là, dans mon sac de nuit. Faudra le donner, repartit la voix d'homme. Je crois bien que je le donnerai, dit la mère. Ce serait cela qui serait drôle, si je laissais ma fille toute nue. La face du maître apparut. C'est bon, dit-il. Le marché fut conclu. La mère passa la nuit à l'auberge, donna son argent, et laissa son enfant, renoua son sac de nuit, dégonflé du trousseau, et léger désormais, et partit le lendemain matin, comptant revenir bientôt. On arrange tranquillement ces départs-là, mais ce sont des désespoirs. Une voisine des Thénardier rencontra cette mère comme elle s'en allait, et s'en revint en disant « Je viens de voir une femme qui pleure dans la rue, que c'est un déchirement. » Quand la mère de Cosette fut partie, l'homme dit à la femme « Ça va me payer mon effet de 110 francs qui échoua demain. Il me manquait 50 francs. Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un protêt? T'as fait là une belle souricière avec tes petites. » Sans m'en douter, dit la femme. Contrairement à la longueur du roman qui le voue au livre, la brièveté du poème, frère en cela du discours et du drame, le destine à la parole. Surtout le vers impose sa sonorité cadencée à la lecture même muette. Certes, il contrarie ainsi les rythmes naturels du langage parlé qui le mettent du côté de la prose, de sorte que les métaphores de la poésie empruntent plutôt au registre de la musique et du chant. Mais c'est l'une des raisons de l'affaiblissement par Hugo des contraintes de la versification classique qui fait tambouriner le vers ou le fait chantonner. Sa poésie tire le parti possible, tout le parti possible, de la disposition du poème à parler. L'éloquence lui offre sa principale ressource, éloquence didactique du poème discours, qui coule à flot au point de remplir entièrement et d'allonger démesurément l'âme, la pitié suprême, religion et religion, et beaucoup des pages de la fin de Satan et de Dieu. Éloquence polémique, d'autre part, du poème pamphlet.
elle pointe avant l'exil, à l'homme qui a livré une femme. Mais elle triomphe dans les châtiments. Alors, toutes les formes de la parole agissante y passent. La malédiction, l'apostrophe, l'interpellation, la mise en demeure, l'injonction, la prise à partie, l'objugation, l'invective, l'accusation, l'injure, l'exhortation, la menace, l'appel, la déclaration de guerre, la promesse. La voix du poète, une voix à réveiller les morts, d'autant plus forte que la police aurait dû la faire taire et l'éloignement l'assourdir, est devenue la grande voix qui adjure et avertit, résonnant peut-être en vain, peu importe, au-dessus des têtes courbées d'une France ombre d'elle-même. Hugo le sait, le veut, le dit et s'y engage. France, à l'heure où tu te prosternes, le pied d'un tyran sur ton front, la voix sortira des cavernes, les enchaînés tressailleront. Le banni, debout sur la grève, contemplant l'étoile et le flot, comme ceux qu'on entend en rêve, parlera dans l'ombre, tout haut. Et ces paroles qui menacent, ces paroles dont l'éclair, lui, seront comme des mains qui passent, tenant des glaives dans la nuit. Elles feront frémir les marbres et les monts que brunit le soir, et les chevelures des arbres frissonneront sous le ciel noir. Elles seront les reins qui sonnent, le cri qui chasse les corbeaux, le souffle inconnu dont frissonne le brin d'herbe sur les tombeaux. Elles crieront honte aux infâmes, aux oppresseurs, aux meurtriers. Elles appelleront les âmes comme on appelle des guerriers. Sur les races qui se transforment, sombre orage, elles planeront. Et si ceux qui vivent s'endorment, ceux qui sont morts s'éveilleront. Ah, quelqu'un parlera. La muse, c'est l'histoire. Quelqu'un élèvera la voix dans la nuit noire. Riez, bourreaux, bouffons. Quelqu'un te vengera, pauvre France abattue, ma mère. Et l'on verra la parole qui tue sortir des cieux profonds. Ces gueux, pires brigands que ceux des vieilles races, rongeant le pauvre peuple avec leurs dents voraces, sans pitié, sans merci, vils, n'ayant pas de cœur mais ayant deux visages, disent « Bah, le poète, il est dans les nuages. » Soit, le tonnerre aussi. La conscience humaine est morte. Dans l'orgie, sur elle, il s'accroupit. Ce cadavre lui plaît. Par moments, gai, vainqueur, la prunelle rougie, il se retourne et donne à la morte un soufflet. Oh, tant qu'on le verra trôner, ce gueux, ce prince par le pape béni, monarque malandrin, dans une main le sceptre et dans l'autre la pince, Charlemagne taillé par Satan dans Mandrin, tant qu'il se vautrera, broyant dans ses mâchoires le serment, la vertu, l'honneur religieux, ivre, affreux, vomissant sa honte sur nos gloires, tant qu'on verra cela sous le soleil des cieux, je ne fléchirai pas. Sans plainte dans la bouche, calme, le deuil au cœur, dédaignant le troupeau, je vous embrasserai dans mon exil farouche, patrie, ô mon autel, liberté, mon drapeau. Je serai sous le sac de cendres qui me couvre, la voix qui dit malheur, la bouche qui dit non. Tandis que tes valets te montreront ton Louvre, moi, je te montrerai César, ton cabanon. J'accepte l'âpre exil, n'utile ni fin ni terme, sans chercher à savoir et sans considérer si quelqu'un a plié qu'on aurait cru plus ferme et si plusieurs s'en vont qui devraient demeurer.
Si l'on n'est plus que 1000, eh bien, j'en suis. Si même ils ne sont plus que 100, je brave encore. S'il en demeure 10, je serai le 10e. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Pourtant, et paradoxalement, puisque le poème lyrique ne jette ses mots à la tête de personne, les contemplations dépassent les châtiments. Non par l'intensité de la voix, mais par la densité et la variété de la parole. Car quels que soient les artifices qui le dissimulent, la forme générale des châtiments, comme de tout pamphlet, reste monologique. Le poète seul profère la parole qui tue, d'autant plus que sa solitude est réelle. Le lyrisme, lui, peut et doit, c'est son programme d'écho sonore depuis toujours, faire parler toutes les voix et dialoguer avec elles, les voix intérieures du poète, mais de tous ses semblables aussi, morts ou vivants, adversaires compris, et encore celles des bêtes et des choses, la métempsychose ne sert qu'à cela, et des êtres immatériels, anges, âmes, spectres, Dieu peut-être. Mais particulièrement, c'est ce que démontrait la belle thèse de Ludmila Wurtz sur les interlocuteurs de la poésie lyrique chez Hugo, les petits et les faibles, les muets, damnés de la terre, mais pas du ciel. De là non seulement une délégation générale de la parole, tout un théâtre à personnages parfois inattendus, le chien du poète, un crabe qui lui a mordu la main, mais surtout, ce que ne permet pas le théâtre, une ouverture spectaculaire des formes de la prise de parole et de l'échange verbal. On va tenter ici d'y mettre un peu d'ordre en distinguant les principales modalités de l'énonciation, mais c'est dommage, leurs variations infinies et leur tournoiement d'un poème à l'autre ou dans le même font la beauté des contemplations et leur originalité. Le recueil tranche par là, sinon sur le lyrisme, du moins sur l'idée qui en est reçue, un énoncé monologique au présent, sans destinataire assigné, de sorte que le discours s'offre à sa réénonciation par le lecteur. Les contemplations pratiquent cette modalité, mais assez rarement. Sous la forme descriptive, c'est le poème éclairci, vous savez, cet océan apaisé vu d'une plage ensoleillée, tout est doux, calme, heureux, apaisé, Dieu regarde. Sous la forme méditative, c'est le poème qu'on va entendre. Maintenant que mon temps décroît comme un flambeau, que mes tâches sont terminées, maintenant que voici que je touche au tombeau par les deuils et par les années, et qu'au fond de ce ciel que mon essor rêva, je vois fuir vers l'ombre entraînée comme le tourbillon du passé qui s'en va, tant de belles heures sonnées. Maintenant que je dis, un jour nous triomphons, le lendemain tout est mensonge. Je suis triste, et je marche au bord des flots profonds courbés, comme celui qui songe. Ai-je donc vidé tout, vie, amour, joie, espoir? J'attends, je demande, j'implore. Je penche tour à tour mes urnes pour avoir de chacune une goutte encore. Comme le souvenir est voisin du remords, comme à pleurer tout nous ramène. Et que je te sens froide en te touchant, ô mort, noir verrou de la porte humaine. Et je pense, écoutant gémir le vent amer et l'onde aux plis infranchissables, l'été rit. Et l'on voit sur le bord de la mer fleurir le chardon bleu des sables. Or, cette méditation muette, dépourvue même des marques du monologue intérieur, est intitulée « Paroles sur la dune », titre presque inadéquat qui fait entrer de force le poème dans le registre du discours. De même, Unité, tableau, vous savez bien, d'une Marguerite regardant le soleil, doit sa réussite à la surprise du mot final « Et moi j'ai des rayons aussi », lui disait-elle. Quant au poème « Oui, je suis le rêveur, je suis le camarade » qu'on va entendre, il a bien la forme d'un énoncé lyrique standard sans destinataire, mais son unique objet est le dialogue du poète, interlocuteur des arbres et du vent,
avec toutes les voix de la métempsychose dans le grand concert de la nature. Mieux, il s'achève par la réalisation de ce dialogue. Le lys prude me voit approcher sans courroux quand il s'ouvre au baiser du jour. La violette la plus pudique fait devant moi sa toilette. Je suis pour ses beautés l'ami discret et sûr, et le frais papillon libertin de l'azur qui chiffonne gaiement une fleur de minuit, si je viens à passer dans l'ombre, continue. Et si la fleur se veut cacher dans le gazon, il lui dit « Es-tu bête? Il est de la maison. » Le plus souvent, cependant, le discours poétique est adressé à la manière des châtiments dont il arrive que les contemplations retrouvent les accents. Écrit en 1846, Marquis, je m'en souviens, vous veniez chez ma mère, engage une polémique en répondant à une accusation explicite reproduite en épigraphe et réactualisée à plusieurs reprises. Vous disiez, vous dites, etc. Mais, en un basculement énonciatif qui appartient en propre aux contemplations, le poème est suivi d'un post-scriptum entièrement formé d'un dialogue et intitulé par un beau paradoxe, écrit en 1855. J'ajoute un post-scriptum après 9 ans. J'écoute. Êtes-vous toujours là? Vous êtes mort sans doute, marquis. Mais d'où je suis, on peut parler aux morts. Ah, votre cercueil s'ouvre. Où es-tu donc? Où donc es-tu? Dehors, comme vous. Es-tu mort? Presque. J'habite l'ombre. Je suis sur un rocher qu'environne l'eau sombre, écueil rongé des flots de ténèbres chargés, où s'assied, ruisselant, le blême naufragé. Eh bien, me dites-vous, après, la solitude autour de moi toujours à la même attitude, je ne vois que l'abîme et la mer et les cieux et les nuages noirs qui vont silencieux. La rumeur des vivants s'éteint diminuée, tout ce que j'ai rêvé s'est envolé, nué. Sur mes jours devenus fantômes pâles et seuls, je regarde tomber l'infini, ce linceul. Et vous dites après. Sous un mont qui surplombe près des flots, j'ai marqué la place de ma tombe. Ici, le bruit du gouffre est tout ce qu'on entend. Tout est horreur et nuit. Après, je suis content. Cette complication énonciative du discours s'accroît avec l'ouverture dans l'éventail de ses destinataires. Même lorsqu'il est adressé à des personnes réelles, nommées dans un titre dédicace, elles sont désignées de manière assez énigmatique pour préparer une déviation de la destination. Auguste V. Vacry est presque transparent. Au poète qui m'envoie une plume d'aigle pourrait être symbolique. Et parfois, la dédicace ne vient qu'en sous-titre. Pasteurs et troupeaux à Madame Louise C. Collet. Ou les malheureux à mes enfants. Lorsque le destinataire lui-même est double, une dualité discursive répond à cette duplicité. Femme et spectre, l'être à qui s'adresse à celle qui est voilée, fait hésiter le discours entre le déploiement purement lyrique du je et l'invite amoureuse. Tu me parles du fond d'un rêve, comme une âme parle au vivant, comme l'écume de la grève, ta robe flotte dans les vents. Je suis l'algue des flots sans nombre, le captif du destin vainqueur, je suis celui que toute l'ombre couvre sans éteindre mon cœur. Mon esprit ressemble à cette île et mon sort à cet océan, et je suis l'habitant tranquille de la foudre et de l'ouragan. Je suis le proscrit qui se voile, qui songe et chante, loin du bruit, avec la chouette et l'étoile, la sombre chanson de la nuit. Toi, n'es-tu pas, comme moi-même,
flambeau dans ce monde âpre et vif, âme, c'est-à-dire problème, et femme, c'est-à-dire exil. Sors du nuage, ombre charmante, ô fantôme, laisse-toi voir, sois un phare dans ma tourmente, sois un regard dans mon ciel noir. Il arrive même, et à plusieurs reprises, que la parole change de mode, voire de destinataire, et renonce au discours sans trop crier gare. J'ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline s'adresse d'abord à la bien-aimée générique, puis à la fleur qui lui est offerte, et s'achève en pure exclamation lyrique. J'ai cueilli cette fleur pour toi, ma bien-aimée. Elle est pâle et n'a pas de corolle embaumée. Sa racine n'a pris sur la crête des monts que l'amère senteur des glauques goémons. Moi, j'ai dit, pauvre fleur, du haut de cette cime, tu devais t'en aller dans cet immense abîme où l'algue et le nuage et les voiles s'en vont. Va mourir sur un cœur, abîme plus profond. Fane-toi sur ce sein en qui palpite un monde. Le ciel qui te créa pour t'effeuiller dans l'onde te fit pour l'océan. Je te donne à l'amour. Le vent mêlait les flots, il ne restait du jour qu'une vague lueur lentement effacée. Oh, comme j'étais triste au fond de ma pensée, tandis que je songeais et que le gouffre noir m'entrait dans l'âme avec tous les frissons du soir. Autre exemple, à vous qui êtes là, est dédié et adressé aux proches qui ont suivi le poète dans son exil, mais sa dernière section met en place un récit du départ de l'exilé, débouchant sur son dialogue avec de tout autre interlocuteur. C'est beau de suivre un exilé. Le jour où ce banni sortit de France, plein d'amour et d'angoisse, au moment de quitter cette mer, il s'arrêta longtemps sur sa limite amère. Il voyait, de sa course à venir déjà là, que dans l'œil des passants, il n'était plus, hélas, qu'une ombre, et qu'il allait entrer au sourd royaume où l'homme qui s'en va flotte et devient fantôme. Il disait au ruisseau, « Retiendrez-vous mon nom, ruisseau ?» Et les ruisseaux coulaient en disant non. Il disait aux oiseaux de France, « Je vous quitte, doux oiseaux. Je m'en vais au lieu où l'on meurt vite, au noir pays d'exil où le ciel est étroit. Vous viendrez, n'est-ce pas, vous nicher dans mon toit ?» Et les oiseaux fuyaient au fond des brumes grises. Il disait aux forêts, « M'enverrez-vous vos brises ?» Les arbres lui faisaient des signes de refus. Car le proscrit est seul. La foule, au pas confus, ne comprend que plus tard, d'un rayon éclairé, cet habitant du gouffre et de l'ombre sacrée. Ces exemples, entre 20 autres, esquissent ce tourniquet de la parole qui s'achève lorsque le poème partage la parole avec un autre locuteur. Tel est, malgré son titre dédicace, le poème « Aux anges qui nous voient », qui est entièrement dialogué, ou qu'il la délègue de bout en bout. Ce que dit la bouche d'ombre porte bien son titre, mais sa voix ressemble peut-être un peu trop à celle de Hugo. On préférera entendre successivement, comme dans le recueil, celle d'un spectre sorti de son coin pour interpeller le poète, et celle de Jean, l'apôtre, celui qui, dit ailleurs Hugo, attentif à tous les sons réels ou rêvés, avait posé la tête pendant la scène sur la poitrine de Jésus et avait entendu le battement du cœur de Dieu. Un sceptre m'attendait dans un grand angle d'ombre et m'a dit, « Le muet habite dans le sombre. L'infini rêve avec un visage irrité. L'homme parle et dispute avec l'obscurité. Et la larme de l'œil rit du bruit de la bouche. Tout ce qui vous emporte est rapide et farouche. Sais-tu pourquoi tu vis? Sais-tu pourquoi tu meurs?
Les vivants orageux passent dans les rumeurs, chiffres tumultueux, flots de l'océan nombre. Vous n'avez rien à vous qu'un souffle dans de l'ombre. Derrière le mur blanc, parmi les herbes vertes, la fosse obscure attend l'homme, lèvres ouvertes. La mort est le baiser de la bouche tombeau. Tâche de faire un peu de bien, coupe un lambeau d'une bonne action dans cette nuit qui gronde. Ce sera ton linceul dans la terre profonde. L'homme meurt quand Dieu fait au coin du livre un pli. L'espace sait, regarde, écoute. Il est rempli d'oreilles sous la tombe et Dieu dans les ténèbres. Les morts ne marchant plus dressent leurs pieds funèbres. Les feuilles sèches vont et roulent sous les cieux. Ne sens-tu pas souffler le vent mystérieux? Écoutez, je suis Jean. J'ai vu des choses sombres. J'ai vu l'ombre infinie où se perdent les nombres. J'ai vu les visions que les réprouvés font, les engloutissements de l'abîme sans fond. J'ai vu le ciel, l'éther, le chaos et l'espace. Vivant, puisque j'en viens, je sais ce qui s'y passe. Je vous affirme à tous, écoutez bien ma voix, j'affirme même à ceux qui vivent dans les bois que le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, voit ce que vous pensez et sait ce que vous faites. C'est bien, continuez, grands, petits, jeunes, vieux, que l'avare soit tout alors, que l'envieux rampe et morde en rampant, que le glouton dévore, que celui qui faisait le mal le fasse encore, que celui qui fut lâche et vil le soit toujours. Voyant vos passions, vos fureurs, vos amours, j'ai dit à Dieu, Seigneur, jugez où nous en sommes, considérez la terre et regardez les hommes, ils brisent tous les nœuds qui devraient les unir. Et Dieu m'a répondu, certes, je vais venir. Un dernier poème pour quitter les contemplations. Il est très énigmatique. Et cela se comprend puisque tout son effort conforme au vers qu'on vient d'entendre. L'espace sait, regarde, écoute, il est rempli d'oreilles sous la tombe et Dieu dans les ténèbres. Consiste, non plus comme ailleurs, à parler d'au-delà de la mort, mais à être entendu du fond du tombeau. La nuit était fort noire et la forêt très sombre. Hermann, à mes côtés, me paraissait une ombre. Nos chevaux galopaient. À la garde de Dieu! Les nuages du ciel ressemblaient à des marbres. Les étoiles volaient dans les branches des arbres comme un essaim d'oiseaux de feu. Je suis plein de regrets, brisé par la souffrance. L'esprit profond d'Hermann est vide d'espérance. Je suis plein de regrets. Ô mes amours, dormez. Or, tout en traversant ces solitudes vertes, Hermann me dit « Je songe aux tombes entr'ouvertes. » Et je lui dis « Je pense aux tombeaux refermés. » Lui regarde en avant, je regarde en arrière. Nos chevaux galopaient à travers la clairière, le vent nous apportait de lointains angélus. Il dit « Je songe à ceux que l'existence afflige, à ceux qui sont, à ceux qui vivent. Moi, lui dis-je, je pense à ceux qui ne sont plus. » Les fontaines chantaient, que disaient les fontaines? Les chênes murmuraient, que murmuraient les chênes? Les buissons chuchotaient comme d'anciens amis. Hermann me dit « Jamais les vivants ne sommeillent. En ce moment, des yeux pleurent, d'autres yeux veillent. » Et je lui dis « Hélas, d'autres sont endormis. » Hermann reprit alors « Le malheur, c'est la vie. Les morts ne souffrent plus. Ils sont heureux.
J'envie leurs fosses où l'herbe pousse, où s'effeuillent les bois, car la nuit les caresse avec ses douces flammes, car le ciel rayonnant calme toutes les âmes dans tous les tombeaux à la fois. Et je lui dis, tais-toi, respect au noir mystère, les morts gisent couchés sous nos pieds, dans la terre. Les morts, ce sont les cœurs qui t'aimaient autrefois. C'est ton ange expiré, c'est ton père et ta mère. Ne les attristons point par l'ironie amère, comme à travers un rêve, ils entendent nos voix. Je voudrais maintenant indiquer pour conclure l'origine et les raisons de ce tropisme vers la parole. Elle se trouve, on l'a suggéré, dans la Révolution. C'est elle qui a donné au poète le droit à la parole et lui fait devoir de parler. On dit ordinairement qu'elle a créé une société d'individus, c'est peu dire, car en détruisant toutes les anciennes communautés auxquelles elle substitue l'individu comme sujet unique de droit, en achevant le mouvement séculaire qu'il avait déjà fait sujet de son salut, la réforme, et sujet de la raison, cogito, qui doit se traduire par « c'est le je qui pense ». La Révolution fait accéder l'individu à l'existence en même temps qu'à la souveraineté. Elle inaugure, du coup, une ère nouvelle pour ce qui dès lors s'appelle littérature. L'écrivain recevait les formes et les normes de son ouvrage d'autorités extérieures. Le roi, l'Église ou la Sorbonne quant au vrai et au bien, Aristote, les anciens, l'Académie, la cour, la ville, quant au beau. Et fabriquait cet ouvrage sur le mode du travail artisanal. Les couvertures des livres portaient Julie ou la Nouvelle Héloïse par et non de Jean-Jacques Rousseau, encore moins comme de nos jours, Jean-Jacques Rousseau égale la Nouvelle Héloïse. La Révolution met fin à cet ancien régime des belles-lettres et instaure un nouveau régime de l'art et de la pensée, la parole libre du poète créateur, ne tenant que d'elle-même vérité et beauté, parole ayant valeur d'absolu, virtuellement sacerdotale ou prophétique. Parole et non texte, original et unique, authentifié par la voix, incorporé au je, en un mot, verbe. Son envers se trouve dans Les Misérables. Il s'appelle Claquesous. C'est un bandit balance ou un policier infiltré, dont Claquesous n'est que le surnom ou le pseudonyme. Il dit « Je m'appelle pas du tout », met un masque à la moindre lumière, ne parle que la nuit en tournant le dos, et bien sûr, il est ventriloque. Le poète ne jouit pour autant d'aucun privilège. Dans le nouveau régime de la parole, l'art a cessé d'être une fonction socialement assignée pour devenir une manière plus accomplie mais point distincte d'être homme parmi les hommes. De droit, tout homme est poète. L'est effectivement celui qui entreprend de ne tenir que de lui-même les lois de sa parole et de sa pensée, de son action et de sa vie. Si bien que dans l'ordre politique, le poète, délié de toute contrainte extérieure, pouvoir, autorité, règles, convenances, délivré aussi des assujettissements aux idées reçues qui se nouent au cœur du langage, libre, égal, fraternel, et réalise idéalement la figure du citoyen ou de son représentant. Il partage avec eux la substance de son être et le canal de sa souveraineté, voix du poète, voix de l'électeur, voix de l'orateur dans l'assemblée, c'est tout un. Les tyrannies, au contraire, s'enveloppent de silence. Voyez l'effroyable Wapentake dans L'homme qui rit. La société révolutionnée se passera donc de poètes, chacun le sera. Mais l'histoire n'en est pas là, et ne le sera peut-être jamais. Elle n'a pas anticipé en 1789 son progrès futur, mais seulement les principes et les moyens de ce progrès.
Pour l'heure, le peuple n'a pas la parole. Les outils de sa souveraineté existent, le suffrage universel, les assemblées, encore qu'on en fasse parfois d'odieuses contrefaçons, sans que sa représentation politique assume sa figuration. Si bien que la parole de Hugo doit transgresser ses fondements démocratiques, l'égalité politique formelle des citoyens, pour assurer sa fonction révolutionnaire, l'accession à leur égalité réelle. Surtout, plus bas encore que le peuple, végète et pourrit l'irreprésentable misère, aussi opaque et muette que la tyrannie ou que le crime. Le droit à la parole fait devoir d'être l'écho sonore d'un silence. On entendra ces contradictions en chacune des deux dernières lectures et dans leur juxtaposition. En dépit de l'ordre chronologique et pour ne pas finir sur l'option sinistre, ce sera d'abord le désespoir de l'histoire qui se dit dans le chapitre bien nommé de l'homme qui rit, Résidu, où Gwynplaine fait le bilan désastreux de son intervention éloquente et grotesque à la Chambre des Lords. Puis, l'énergie triomphante de William Shakespeare. Dans l'obscur et vertigineux débat de la conscience, que s'était-il dit? Ceci: le peuple est un silence. Je serai l'immense avocat de ce silence. Je parlerai pour les muets. Je parlerai des petits aux grands et des faibles aux puissants. C'est là le but de mon sort. Dieu veut ce qu'il veut et il le fait. Certes, cette gourde de ce Hardquanonne où était la métamorphose de Gwynplaine en Lord Clancharlie, il est surprenant qu'elle ait flotté 15 ans sur la mer, dans les houles, dans les ressacs, dans les rafales, et que toute cette colère ne lui ait fait aucun mal. Je vois pourquoi. Il y a des destinées au secret. Moi, j'ai la clé de la mienne et j'ouvre mon énigme. Je suis prédestiné, j'ai une mission. Je serai le lord des pauvres. Je parlerai pour tous les taciturnes désespérés. Je traduirai les bégaiements, je traduirai les grondements, les hurlements, les murmures, la rumeur des foules, les plaintes mal prononcées, les voix inintelligibles et tous ces cris de bêtes qu'à force d'ignorance et de souffrance on fait pousser aux hommes. Le bruit des hommes est inarticulé comme le bruit du vent. Ils crient, mais on ne les comprend pas. Crier ainsi équivaut à se taire, et se taire est leur désarmement. Désarmement forcé qui réclame le secours. Moi, je serai le secours. Moi, je serai la dénonciation. Je serai le verbe qui peuple. Grâce à moi, on comprendra. Je serai la bouche sanglante dont le bâillon est arraché. Je dirai tout. Ce sera grand. Oui, parler pour les muets, c'est beau, mais parler aux sourds, c'est triste. C'était là la seconde partie de son aventure. Hélas, il avait avorté. Il avait avorté irrémédiablement. Cette élévation à laquelle il avait cru, cette haute fortune, cette apparence, s'était effondrée sous lui. Quelle chute! Tombé dans l'écume du Rig. Le groupe des petits est pâle. Tout cela expire et rampe, n'ayant pas même la force d'aimer. Et, à leur insu peut-être, tandis qu'ils se courbent et se résignent de toutes ces inconsciences où le droit réside, du sourd murmure, de toutes ces malheureuses haleines mêlées, sort on ne sait quelle voix, confuse, mystérieux brouillard du verbe, arrivant syllabe à syllabe dans l'obscurité à des prononciations de mots extraordinaires. Avenir, humanité, liberté, égalité, progrès. Et le poète écoute, et il entend, et il regarde, et il voit.
et il se penche de plus en plus, et il pleure. Et tout à coup, grandissant d'un grandissement étrange, puisant dans toutes ces ténèbres sa propre transfiguration, il se redresse terrible et tendre au-dessus de tous les misérables, de ceux d'en haut comme de ceux d'en bas, avec des yeux éclatants. Et il demande compte à grands cris, et il dit « Voici l'effet », et il dit « Voici la cause, le remède, c'est la lumière, érudit Mini. » Et il ressemble à un grand vase plein d'humanité que la main qui est dans la nuée secouerait, et d'où tomberaient sur la terre de larges gouttes, brûlure pour les oppresseurs, rosée pour les opprimés.